Bonsoir, bonsoir à tous. Ce soir, je vous propose une émission spéciale consacrée à l'Afrique, à son patrimoine architectural et naturel, à ses trésors et à la diversité de ses cultures, et ce, à l'occasion du 50e anniversaire des indépendances africaines. Nous avons installé notre plateau ici, au Palais de la Porte Dorée à Paris, un palais qui possède une très belle architecture art déco, même si sa façade est d'inspiration classique, un monument historique qui fut construit à l'occasion de l'exposition coloniale de 1931, une exposition qui se tenait juste à côté, dans le bois de Vincennes. Alors aujourd'hui, ce palais abrite la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, une cité, un musée qui raconte l'histoire des dizaines de millions d'hommes et de femmes venus de l'étranger, d'Afrique et d'ailleurs, et qui depuis 200 ans construisent la France. Nous en parlerons dans quelques instants avec Jacques Toubon, qui est à l'origine de ce lieu de culture et de mémoire, et qui est également en charge des cérémonies du cinquantenaire. C'est en effet en 1960 que 14 pays francophones ont accédé à l'indépendance, parmi eux le Sénégal et le Niger, deux pays au patrimoine très riche, très vivant, que vous allez découvrir dans le film que nous vous proposons ce soir, un film inédit et dont voici tout de suite un avant-goût. Sur les rives du fleuve Sénégal, Saint-Louis possède un ouvrage classé patrimoine mondial de l'UNESCO, le pont Faidherbe. Construit dans le style Eiffel à la fin du 19e siècle, il bénéficie d'un plan de sauvetage sans précédent. C'est d'ailleurs l'ensemble du patrimoine de Saint-Louis du Sénégal qui fait l'objet de toutes les attentions. Aujourd'hui, des passionnés se battent pour protéger et faire vivre cette ville métissée. Son architecture, mais aussi ses traditions festives, comme le grand défilé des fanales. Nous embarquerons également à bord du Bou El Mogdad, un bateau mythique qui navigue de nouveau sur le fleuve. Nous nous rendrons ensuite au cœur de l'un des poumons verts de l'Afrique de l'Ouest, le parc du W, un nom inspiré par les méandres du fleuve Niger. Un parc exemplaire en matière de respect de l'environnement. Les gardiens de cette réserve naturelle nous feront découvrir une faune unique au monde. Et avant de partir pour l'Afrique, je souhaitais vous montrer la plus belle pièce de ce palais de la Porte Dorée. Il s'agit du salon de Paul Reynaud, le ministre des colonies dans les années 30, l'un des hommes politiques phares de l'entre-deux-guerres. Ce salon est classé monument historique. Les fresques réalisées par Louis Bouquet, un disciple de Maurice Denis, le mobilier dont les fauteuils et la table sont signés Ruhlmann, ou encore le parquet en ébène, tout est d'époque. Jacques Toubon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc à l'origine de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Un mot tout d'abord sur cette pièce qui est authentique et emblématique d'une époque, de l'époque coloniale. C'est un des deux grands salons de réception. L'autre était celui du maréchal Lyautey, de l'autre côté du hall. Ici celui de Paul Reynaud, du pavillon central de l'exposition internationale coloniale qui s'est tenue en 1931 pendant 6 mois, qui a d'ailleurs accueilli plus de 30 millions de visiteurs, c'est pour dire le succès, et qui était organisé par la France et les autres pays coloniaux de l'époque pour montrer, en fait, je dirais, le zénith des empires coloniaux dans les années 30, pour montrer ce qu'avait été la mission civilisatrice, en quelque sorte, de la France dans le monde. Oui, il fallait exalter la cause coloniale. Ah, absolument. Ensuite, c'est devenu pendant quelques années le musée des colonies. Et puis, André Malraux, en 1960, a décidé d'en faire le musée des arts africains et océaniens, puisque, entre-temps, ces colonies étaient devenues des États indépendants. Alors, ce qui est peu connu, Jacques Toubon, c'est que l'art africain a nourri et a inspiré l'art déco à la française, à l'image donc de ce palais de la Porte Dorée. Oui, ce qu'on appelait l'art nègre au début du XXe siècle a inspiré non seulement l'art déco, mais tout l'art du XXe siècle. André Derain, Pablo Picasso, Georges Braque, les grands Américains se sont tous inspirés de ces formes simples qui étaient celles de l'art africain, qui est d'ailleurs un art utilitaire le plus souvent, ou religieux. Et aujourd'hui, l'histoire continue, parce que la culture européenne, la culture mondiale, la musique, le théâtre, les arts plastiques, la danse, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est une sorte de syncrétisme entre l'énergie créatrice des Africains, le rythme, les formes et les techniques européennes. Alors, vous voyez, je crois que nous sommes ici dans une continuité de l'histoire. Oui, cet héritage est encore très contemporain. Alors aujourd'hui, ce lieu abrite la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Quel est le message, quel est le but de cette cité? La Cité nationale de l'histoire de l'immigration, ça consiste en quelque sorte
a renversé le message de ce lieu. Ici, on a dit pendant longtemps, pendant l'exposition coloniale, on a dit, voyez ce que la France a apporté à tous les autres peuples qui étaient censés être moins civilisés qu'elle. Et ici, on raconte au contraire l'histoire de ces millions et de ces millions d'hommes et de femmes qui sont venus d'Europe d'abord, puis ensuite des pays du Sud, s'installer dans notre pays et qui ont construit la France. Tous ces immigrés qui ont fait des Français. Toute cette immigration qui a fait la France avec son identité multiple et diverse aujourd'hui. C'est une histoire qui est mal connue ou que les Français ne veulent pas très bien connaître. Mais il faut savoir la vérité historique parce que la vérité historique, c'est ce qui permet d'inspirer naturellement nos attitudes aujourd'hui, mais surtout de nous guider dans l'avenir. L'immigration est un phénomène de société permanent. Nous le montrons dans cette histoire et nous montrons qu'il enrichit nos sociétés pour peu qu'on soit capable de pratiquer, comme on essaye de le montrer ici, des politiques d'intégration intelligentes et humaines. Alors Jacques Toubon, nous parlerons tout à l'heure du 50e anniversaire des indépendances des pays africains dont vous vous occupez également. Mais tout de suite, je vous propose de partir à la rencontre de passionnés qui, en Afrique de l'Ouest, vous allez le voir, de Saint-Louis, du Sénégal à la réserve naturelle du parc du W au Niger, se battent pour protéger, sauvegarder, pour faire vivre un patrimoine architectural, culturel, naturel, un patrimoine à la fois riche et fragile que vous allez découvrir en suivant ces gardiens des trésors d'Afrique, un film inédit réalisé par Nadia Kleitman et Jacques Plaisant. À tout à l'heure. Au petit matin, Saint-Louis semble posé sur l'eau, comme un mince fil de terre entre ciel et fleuve. Deux kilomètres de long, 300 mètres de large, l'île Saint-Louis se love entre les deux bras d'un fleuve mythique, le fleuve Sénégal. Un long fil de sable la protège de l'océan Atlantique et de ses rouleaux. C'est la langue de Barbarie. Pour découvrir Saint-Louis, il faut traverser le grand bras du fleuve, emprunter le pont Faidherbe, seul lien avec le continent. Ce monument de fer construit à la fin du 19e siècle dans le style Eiffel est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un magnifique ouvrage, le poumon de Saint-Louis. Il offre un spectacle permanent. Flot incessant des marcheurs sur sa passerelle. Passage bruyant des véhicules sur ses lames de fer. Mais après 112 ans de bons et loyaux services, le pont est en mauvais état. Un plan de sauvetage sans précédent a été décidé. Les travaux ont commencé il y a quelques semaines sous la direction d'Oumar Seck, un ingénieur sénégalais. Pour mieux se rendre compte de l'urgence de ce chantier, il nous emmène sous le tablier du pont. Regardez actuellement l'état actuel de la poutre principale. On enlève les écailles, regardez, ça vous l'enlevez à la main, regardez, regardez. Donc l'état de délabrement actuellement de cette poutre. Et c'est la poutre principale qui supporte tout le pont. Je ne m'attendais pas à cet état-là. Mais la première fois quand je suis passé, que j'ai regardé le pont, je suis passé sous le pont que je l'ai regardé, j'étais vraiment surpris. Le chantier doit durer 2 ans. C'est le plus important jamais entrepris à Saint-Louis. Ce pont n'appartient pas seulement aux Saint-Louisiens, ça appartient à tout le pays, à toute l'Afrique, à tout le monde entier. C'est un patrimoine classé. Moi, en tant que Sénégalais, si je vois un ouvrage comme ça, que j'ai commencé à voir depuis le bas âge à l'école, sur les cartes postales, sur les timbres-postes et tout,
Et maintenant, je travaille sur ce pont-là. Franchement, ça me fait une fierté extraordinaire. Les blessures sont profondes. Impossible de réparer. Il faut tout remplacer. Un travail de titan, rendu possible grâce à un système ingénieux et spectaculaire. Bientôt, les anciennes travées quitteront leur socle sur d'immenses barges. Elles seront remplacées par de nouvelles, identiques. Une renaissance pour Saint-Louis et son fleuve, car le pont retrouvera son arche pivotante. Il laissera à nouveau passer les bateaux. Et la navigation reprendra après des années d'interruption. Saint-Louis retrouvera son rôle historique, celui de porte d'entrée vers l'Afrique intérieure. Le fleuve Sénégal, long de 1750 km, traverse le désert de Mauritanie, le Mali, jusqu'à sa source, en Guinée. Cours d'eau, cours de vie, qui lui a apporté ses richesses. Saint-Louis fut en effet l'une des cités les plus rayonnantes d'Afrique de l'Ouest. Elle en a conservé un riche patrimoine. Une architecture unique et surtout métissée. Ici se mélangent les influences africaines et européennes. Maisons aux couleurs chaudes, façades sobres et élégantes. Ambiance qui rappelle le sud de la France. Car ce sont les Français qui fondent Saint-Louis il y a 350 ans et lui donnent le nom de leur roi. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Saint-Louis la Métisse est en train de renaître. Grâce à des hommes et des femmes passionnés qui se battent pour sauver ses trésors. Comme Marie-Caroline Camara, une figure de Saint-Louis qui est tombée amoureuse de son patrimoine. Née en France, de mère normande et de père sénégalais, elle est revenue vivre ici il y a 3 ans. Elle y a retrouvé une grande partie de sa famille. Ça va bien, Camara, ça va bien. Comme le marchand de journaux. Vous avez pris votre petit déjeuner? Non, pas encore. C'est pour ça que je ne suis pas de très bonne humeur. Ah, il vous attend, Ça va hein, venir après. il vous attend. Un cousin à la mode du pays. Ah, comme tous les Camara. Ils n'ont pas de lien de sang. Ah, ouais, c'est sûr. Mon cousin, Oui, c'est sûr. C'est ce qu'on appelle le cousinage à plaisanterie. En fait, on a le droit de se plaisanter comme ça. Nous sommes cousins. Voilà. Donc on peut se dire n'importe quoi. oui, même des choses très méchantes, mais sous couvert de plaisanterie. Personne ne va se fâcher. Non, non. Même si vous êtes président de la République. Oui, voilà, Ça passe. voilà. En plus, on peut se plaisanter indépendamment. Les nobles peuvent plaisanter Voilà. et les castés peuvent plaisanter les nobles. Ça dépasse toutes les barrières de hiérarchie sociale. Ça n'a plus aucun rapport. C'est plus important que tout. Donc, ce qui nous lie, c'est ça. C'est ce qui lie les Diraté, les Cissé, les Touré, tout ce cousinage à plaisanterie qui fait que beaucoup de gens disent c'est peut-être pour ça aussi que le Sénégal vit en paix. C'est qu'on voilà, on sait régler les choses comme ça, à travers ça. à tout à l'heure. Merci, monsieur Diraté. Depuis qu'elle est revenue vivre ici, Marie-Caroline est très active pour sa ville. Elle s'occupe entre autres de la Gazette de Saint-Louis, un journal qui relate les événements de l'île. Ce matin, elle a rendez-vous dans une rue du centre. Ici, un chantier vient juste de commencer. On restaure une maison du 19e siècle qui menaçait de s'effondrer. Un petit événement que Marie-Caroline ne veut pas rater pour sa gazette. Eh, ça fait plaisir de voir ce chantier. Ça va bien ce matin?
Alors comment vous allez faire? Parce qu'on voit les madriers, certains sont très abîmés. Ces meubles-là, on va les changer. D'accord, On va mettre là au balcon. d'accord, On va tous les enlever et mettre des bassins tout neufs d'accord. qui vont soutenir le balcon et le ventre. Bah, ça me fait très plaisir, parce qu'en plus c'est une maison où habitent des artistes. Donc des artistes dont on a parlé des fois dans la Gazette, et à chaque fois qu'on montait là-dedans, on se disait mon Dieu, on va passer à travers du plancher. Donc là je me dis, bah, il y a une belle maison de plus de sauver. C'est un jeune entrepreneur saint-louisien, Souleymane Sarr, qui réalise les travaux. Il a le goût du patrimoine et des restaurations à l'ancienne. Pendant des années à Saint-Louis, on a étouffé les murs de briques sous du ciment. Le but aujourd'hui est de le remplacer par de la chaux pour les laisser respirer. La chaux, c'est la marque de fabrique des vieilles maisons saint-louisiennes. Allez, on peut rentrer dans ce chantier. Elle est superbe cette cour, c'est vrai. Petit tour d'inspection avec Marie-Caroline et Souleymane. La famille qui habite cette maison est ravie de ce chantier qui débute. Salam alaikum. Madame Diallo, ça va bien? Oui, moi qui fais Anawa Kerga. C'est bien. Oui, j'avance, hein, je progresse, hein, moi qui junk. C'est intéressant, ouais. Elle est belle votre maison, Tito. La famille est modeste. C'est donc une association franco-sénégalaise qui finance les travaux. Elle redonne aux demeures anciennes leur cachet d'antan. Mais pour quelques maisons sauvées, combien de trésors d'architecture sont à l'abandon? À quelques rues de là, Marie-Caroline veut nous montrer une maison qui lui tient particulièrement à cœur. Derrière cette façade se cache l'un des plus beaux exemples du style saint-louisien. Alors là, on est dans la maison Morel et Prom. Très belle maison de commerce. Une des plus jolies de la ville, une des plus jolies cours de la ville, pour tous les architectes. Au XIXe siècle, l'âge d'or de Saint-Louis, toutes les maisons de commerce étaient construites sur le même modèle. Une cour centrale desservait les entrepôts au rez-de-chaussée. À l'étage, une galerie ouvrait sur les pièces à vivre. Aujourd'hui à l'abandon, cette maison fut pourtant la demeure de commerçants bordelais qui firent fortune dans la traite de la gomme arabique. Là, on a une très belle vue en fait sur cet îlot. On imagine bien les bateaux à quai avec la partie déchargement et entrepôt de ce côté. Et puis on voit bien de ce côté-là la rue Blaise Diagne, les rues commerçantes. Et on voit bien que l'autre côté était la partie commerce. Donc déchargement, entrepôt, commerce. Et puis au milieu, cette jolie zone qui permettait aux gens de séjourner tranquillement. Le bâtiment conserve aussi les traces d'un autre commerce, moins glorieux, celui des esclaves. Voilà. Donc là, on rentre dans une des esclaveries. Morel et Prom, il y avait des esclaves destinés à la traite et il y avait aussi les esclaves de case, qui étaient souvent des esclaves qui étaient rachetés et qui s'occupaient de l'entretien de la maison, qui étaient... on dit qu'ils faisaient un peu partie de la famille, tout se discute. Le lieu sert aujourd'hui de cave. Rien n'est fait pour conserver la mémoire de cette histoire douloureuse. Saint-Louis a pourtant joué un rôle central dans la traite négrière. Les esclaves venus de l'intérieur des terres y étaient détenus avant d'être emportés vers les Amériques. Le rez-de-chaussée de la maison abrite encore 2 rangées de cellules, étroites et sans lumière. On voit qu'à l'extérieur du bâtiment, il y avait quand même des meurtrières qui devaient laisser passer un petit peu d'air, mais c'était quand même des conditions qui devaient forcément être très difficiles, si on imagine les maladies qu'il y avait aussi à l'époque. Même maintenant, on craint un petit peu le paludisme. Alors imaginons les épidémies. Et puis bien sûr, c'est des gens qui étaient là, contraints de force. C'était forcément
des moments difficiles. Donc vous pensez que ce sont des lieux qu'il faudrait respecter un petit peu mieux peut-être? Je crois qu'ils font partie de l'histoire du Sénégal, et ils font partie de l'histoire de l'humanité, et c'est important d'essayer de les sauvegarder en termes de témoignage pour le futur. Marie-Caroline se bat donc aux côtés du maire pour faire ici un lieu de mémoire. Nous sommes fin décembre. Dans les rues de Saint-Louis, c'est l'effervescence, car on prépare le carnaval de fin d'année. La fête des fanales, qui célèbre l'histoire métissée de la ville et son architecture classée. Dans le secret d'une cour intérieure, des menuisiers sont en plein travail. Ils fabriquent un fanal. Cet ouvrage charpenté, décoré de couleurs vives. Le fanal est une reproduction miniature d'un monument de la ville. Chaque quartier a le sien. Une fois terminé, il mesurera 5 mètres de haut. Le soir du carnaval, il sera illuminé et cheminera dans les rues de Saint-Louis. Il se fabrique toujours à l'abri des regards. Son secret sera bien gardé jusqu'au défilé qui aura lieu dans 2 jours. Un peu plus loin, dans un atelier de couture de la ville, on prépare aussi en secret des costumes pour le carnaval. De jolies Saint-Louisiennes font des essayages. Nous sommes chez Madeleine Nyang, une styliste en vogue au Sénégal. Saint-Louis a toujours été réputé pour l'élégance et la beauté de ses femmes. Une tradition que Madeleine poursuit. C'est des robes à l'ancienne dans le temps des années coloniales. C'est la reconstruction des robes françaises, mais améliorée à l'africaine, à la Saint-Louisienne, on peut dire. Hein? Le carnaval est un temps fort de l'année. Pour sa gazette, Marie-Caroline a le privilège de découvrir les costumes avant tout le monde. Il y a une vraie effervescence. Cette cérémonie, cette sortie du fanal avait disparu depuis un certain nombre d'années. On fait revivre cette tradition, donc je crois parce qu'on a le souci de l'élégance et de la fête déjà, parce que l'ensemble des Saint-Louisiens sont très attachés à leur patrimoine. Donc on est dans une grande période de fête. Robes à la française, coiffes africaines, profusion de bijoux. Ces tenues évoquent le temps des Signares. Les Signares, ce sont les femmes et les filles des couples mixtes qui se sont aimés à Saint-Louis. Femmes de cœur et de tête, une fois les hommes repartis en Europe, elles conservaient leur commerce et les faisaient fructifier. Une aristocratie prospère et surtout métisse est née. Les Signares ont joué un rôle majeur dans l'histoire si particulière de Saint-Louis. Aujourd'hui, ces costumes se portent uniquement pour des grandes occasions. Et les jeunes Saint-Louisiennes s'en amusent. Entre filles, c'est un petit peu rigolo de porter ce genre de costume comme ça. Je peux dire qu'on est même en train de se moquer entre nous. Ça fait revivre les années pour l'élève. C'est très beau, c'est très beau. Porté par vous comme ça, de revivre ça quelques instants, quelques heures, c'est vraiment extraordinaire. Pour voir ces belles Signares, les Saint-Louisiens devront encore patienter quelques jours. En cette période de carnaval,
toutes les familles organisent des repas de fête. Saint-Louis est connu pour sa convivialité et le raffinement de sa cuisine métissée. Au marché, nous retrouvons Madeleine et sa sœur Anna. Elles sont en pleine négociation avec une marchande de poissons. Il faut discuter ferme pour obtenir un bon prix. Ces belles pièces ont été pêchées le matin même en mer. On vient d'acheter le dem. C'est le poisson typique de Saint-Louis? Tout à fait, typique de Saint-Louis. On a un plat qu'on confectionne avec ça. Et ce plat, ça s'appelle dem. Le dem, ça veut dire mulet et farci avec une farce, mélange à l'européenne, à l'africaine et tout ça. C'est ça comme ça. Maintenant, on va sortir et là où on a vu les salades, c'est là-bas. Les ingrédients qui vont avec, comme les légumes, petits trucs, tous les tralala comme ça. Le mulet à la Saint-Louisienne est un mets aux influences multiples. Certains ingrédients utilisés étaient inconnus en Afrique avant l'arrivée des Européens. Ils lui donnent un caractère unique. Sa préparation est un véritable rituel. Et il faut un sacré tour de main. Comme vous voyez, une fois qu'on a dépecé la chair, et voilà ce que ça donne. Donc on a la chair ici et la peau, ça se présente comme ça. C'est un peu comme si vous aviez déshabillé le mulet. Voilà, voilà, exactement. On a déshabillé. Pour confectionner la farce, il faut malaxer longuement la chair du poisson. Madeleine y incorpore les différentes saveurs. Pilon, mortier, des gestes ancestraux. Nous sommes bien en Afrique. À un détail près. Maintenant, on va intégrer le pain qui amène en quelque sorte le métissage. Que la combinaison de lait et pain. Je le goûte, hein? Ouais, c'est délicieux. La farce est à point. Place maintenant aux travaux de couture. Une fois recomposés, les mulets vont cuire longuement sur des charbons de bois. Une cuisson traditionnelle dont Madeleine a le secret. Je vais mettre maintenant le couvercle à l'envers. Et maintenant, on va mettre quelques braises, juste quelques braises. Étalées comme ça. C'est comme ça que j'ai vu mes ancêtres faire, mes grands-parents faire et ma mère faire. Donc ça permet au poisson de cuire par en bas et par en haut. Le plat mijote, s'imprègne de 1000 parfums. 3 heures plus tard, le mulet farci est prêt à être servi. Autour de la table, toutes les couleurs du métissage à la Saint-Louisienne. À côté de Madeleine, son mari, hollandais. En face, ses 2 enfants, métis. Et Marie-Caroline, confiée par Madeleine. On rencontre ici des gens de multiples ethnies, on rencontre effectivement la place de tout le monde. Ça, c'est un exemple pour le monde d'aujourd'hui, je crois. C'est pas que le passé, c'est aujourd'hui où on parle de mondialisation. Je suis persuadée que Saint-Louis peut être un bel exemple pour montrer qu'on peut construire dans la cohésion, dans la différence. Une belle soirée s'achève à Saint-Louis. Avant la grande fête du carnaval. Deux jours plus tard, c'est le grand jour. À la tombée de la nuit, on entend les premiers tambours dans la ville. Ils annoncent le début des festivités.
Dans son atelier, Madeleine vérifie une dernière fois ses costumes de signard. Les robes sont couvertes de pagnes africains, richement tissés par les artisans locaux. Je pense que tout est parfait. Les Saint-Louisiens vont enfin découvrir ces belles tenues. Les jeunes femmes partent vers la place centrale de la ville. Elles font revivre une tradition très ancienne, quand les riches familles métisses se rendaient à la messe de minuit, éclairées par des lampions que portaient leurs esclaves. Aujourd'hui, les lampions sont devenus les fanals. Impressionnantes forbes lumineuses, monuments éphémères. Ils progressent dans la nuit avec majesté. Venus de tous les quartiers, la foule se presse pour les apercevoir et les suivre. Un peu plus tard, les signards et les fanals se rejoignent sur la place Faidherbe pour un grand cortège. C'est ici que l'on va élire le plus bel ouvrage. Ce soir, Saint-Louis célèbre avec fierté 350 ans d'histoire. 3 siècles de métissage des hommes et des cultures. Un autre trésor de Saint-Louis se trouve sur l'un de ses quais. C'est ce magnifique bateau blanc, le Bouel Mogdad, le dernier bateau à naviguer encore sur le fleuve Sénégal. Dans les années 50, il transportait le courrier, les marchandises et les passagers vers l'intérieur des terres, jusqu'au Mali. Mais dans les années 80, avec la construction de la route, le bateau devient inutile. Il part dans un autre pays d'Afrique. Il y a 5 ans, un homme a fait revenir ce bateau mythique à Saint-Louis. C'est Jean-Jacques Bancal. Métis lui aussi, et petit-fils de signard, il est né à Saint-Louis et se bat sans relâche pour sa ville. Jean-Jacques a racheté le Bouel Mogdad avec des associés et l'a entièrement restauré. C'est un véritable musée flottant. Donc on est dans la cabine de pilotage qui est très simple. Donc il y a une vieille barre en bois avec un indicateur de barre qui n'est pas tout à fait droit, qui devrait l'être. Tout est d'époque. Pour parler à la machine, il y a un micro. On donne les ordres aux mécaniciens. Et sinon, il y a une radio pour parler à la terre, mais il n'y a aucun poste radio à terre, donc il n'y a pas de capitainerie. Il y a une capitainerie à Saint-Louis. Et dès qu'on quitte Saint-Louis, on est les seuls, donc plus personne ne communique avec nous, mais c'est très bien. Comme la cabine de pilotage, les passerelles ont conservé leur charme des années 50. Luxueuse boiserie, cabine tout confort, vaste salle de restaurant. Mais le plus incroyable se trouve dans les entrailles du navire. Dans la salle des machines. Ici, tout est d'origine. Dans ce vacarme assourdissant, Ousmane, le mécanicien, vérifie toutes les pièces avant le départ demain. Un bateau monument qui a rythmé la vie de Saint-Louis pendant des décennies.
Il inspire les artistes, comme Ablaye Sissoko. Il chante l'histoire d'un amour entre une jeune fille du fleuve et un pêcheur. Une journée s'achève à Saint-Louis. Demain, Jean-Jacques nous emmènera sur les traces des messageries du fleuve pour un merveilleux voyage. À 1500 km de là, des hommes s'apprêtent eux aussi à faire revivre une page de l'histoire du courrier postal. Nous sommes à Tarfaya, dans le désert marocain. On prépare des avions pour une grande traversée vers le sud, vers Saint-Louis. Le numéro 1 Oui. Ces hommes sont partis de France il y a 3 jours. Ils participent au rallye Toulouse-Saint-Louis, qui rend hommage chaque année aux pionniers de l'aéropostale, comme Saint-Exupéry. Car l'auteur du Petit Prince a vécu dans ce fort, en bord de piste. C'était en 1929. Saint-Ex y fut chef d'escale de l'aéropostale pendant 2 ans. La conquête du ciel africain venait de commencer. De courageux pilotes bravaient tous les dangers pour parvenir à livrer le précieux courrier vers ce lointain continent. Une formidable aventure humaine, avec ses accidents, mais aussi ses victoires et ses grands noms. Pierre-Georges Latécoère, Jean Mermoz, Antoine de Saint-Exupéry. Des modèles pour tous ces pilotes amateurs qui sont aussi des passionnés d'histoire aéronautique. À l'heure du décollage, la manœuvre est périlleuse. Cette piste de sable est la même qu'à l'époque des pionniers et elle est particulièrement courte. Cap au sud pour Éric et Jean-Louis. Ils participent depuis 10 ans à ce rallye et suivent la route historique de l'aéropostale. Partis de Toulouse, ils ont déjà survolé l'Espagne, le nord du Maroc jusqu'à Tarfaya. Ils vont maintenant traverser le Sahara, puis la Mauritanie, avant de se poser à Saint-Louis. Le panorama est de toute beauté. Nos 2 pilotes ne s'en lassent jamais. Regarde-moi, rien que ces paysages, c'est quelque chose de magnifique. J'ai besoin d'en prendre ma dose pour toute l'année. Il fait il fait à peu près 40 degrés. Rien que d'en parler, j'ai des frissons. Éric et Jean-Louis font aussi un voyage dans le temps, avec des moyens d'aujourd'hui. Ils ont vécu quand même une partie du désert, parce qu'à l'époque, il faut se rappeler que les moyens de radionavigation n'existaient pas, les cartes n'étaient pas quand même très précises, comme elles le sont aujourd'hui. Eux, ils étaient la tête au vent, et c'était le cap et la montre. Déjà, les machines qui étaient utilisées étaient des machines qui étaient issues de la Première Guerre mondiale. C'était des machines qui étaient peu véloces, peu fiables, d'une conception assez rudimentaire. Et quelque part, nous, quand on se retrouve là aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité,
on a vraiment l'impression on sent leur présence. Après une journée de vol, voici les premières boucles du fleuve Sénégal. Saint-Louis n'est plus très loin. En arrivant à Saint-Louis du Sénégal, c'est l'ombre de Mermoz qui va flotter sur nous. Il ne faut pas oublier que c'est de là qu'il est parti pour effectuer sa première traversée de l'Atlantique Sud avec du courrier. La piste doit être bonne, mais l'épreuve, à mon avis, elle est bâchée. Regarde. C'est la fin d'un long périple de 5000 km et l'arrivée tant attendue à Saint-Louis. Car leur pèlerinage ne s'arrête pas là. Direction le centre de la ville. Vers un autre lieu de légende, l'hôtel de la Poste. C'est ici que les pilotes de l'aéropostale venaient se reposer, avant d'entamer la grande traversée de l'Atlantique vers l'Amérique du Sud. Tout ici rappelle le rôle joué par Saint-Louis dans l'histoire de l'aviation. Dans ce havre de paix, une chambre est réservée des mois à l'avance. C'est la 219, celle qu'occupait Jean Mermoz. Est-ce que vous êtes ému là? Oui. Là, c'est des frissons qui nous envahissent et se retrouver quelque part, on rentre dans l'intimité de Jean Mermoz et c'est encore plus que sur le trajet. On a vraiment l'impression de partager sa vie et ses moments secrets. Bon, c'est un peu de l'imaginaire, mais quelque part, ça fait quelque chose, c'est sûr. Une chambre, ou plutôt un petit musée, à la mémoire du grand aviateur. Photos de famille, de jeunesse, des documents uniques, chargés d'émotions. Car c'est en quittant Saint-Louis pour tenter de rallier le Brésil que Mermoz a perdu la vie, en 1936. Il avait choisi cette chambre pour sa vue imprenable sur le fleuve. Il pouvait ainsi voir le courrier poursuivre son voyage vers l'intérieur du continent. Sur les quais, le Bou El Mogdad signale son départ, comme à l'époque des messageries. Autrefois, sa sirène rythmait la vie de la cité portuaire. Aujourd'hui, plus de courrier à bord. Jean-Jacques emmène des voyageurs à la découverte du Haut-Sénégal, de sa nature et de son histoire. Le départ est toujours un moment délicat pour le capitaine. Il doit prendre d'infinies précautions afin de ne pas heurter le pont, tout proche. Voilà, là c'est passé. Heureusement, on n'allait pas dans le pont. Le risque s'est éloigné. Le bateau peut maintenant voguer en toute tranquillité sur le fleuve Sénégal, vers l'intérieur des terres, où il emportait autrefois ses précieux chargements. Il va suivre la route des anciens comptoirs coloniaux. Richard Toll, Dagana, pour atteindre enfin Podor, à 215 km de Saint-Louis. Le Bou El Mogdad renoue avec l'histoire du fleuve. Quand les caravelles des compagnies de commerce partaient pour plusieurs mois vers des contrées lointaines. Au fil de l'eau, le spectacle est éblouissant.
Jean-Jacques a admiré maintes fois ces paysages. Mais pour lui, c'est toujours une grande émotion. Une parenthèse magique. De ce côté, c'est le Sénégal, avec des cultures de riz qu'on voit au loin. Tous les périmètres sont des périmètres rizicoles. De l'autre côté, c'est la Mauritanie. Le fleuve, c'est le trait d'union, en tout cas, entre la Mauritanie et le Sénégal. C'est un lieu de paix, en tout cas, puisque regardez comme il est paisible. Et on a une ambiance un peu brumeuse, parce qu'on a un petit peu de vent de sable. C'est rare, mais ça arrive. Et ça donne une ambiance un peu, quand même, assez jolie, parce que tout est un peu flou. Je trouve ça très beau, en tout cas, moi. Ce que Jean-Jacques aime par-dessus tout dans ce voyage, c'est la rencontre avec les habitants des rives du fleuve. Il profite d'une escale pour se rendre dans un village situé côté mauritanien. Il est habité par des tout-couleurs, une des nombreuses ethnies de la région. Jean-Jacques est toujours accueilli avec joie. Tout le monde connaît le fils de Saint-Louis qui a ramené le bateau sur le fleuve. Ils ont l'habitude et puis il fait partie de leur paysage. Il avait disparu mais il est revenu. Donc maintenant, ils savent qu'il arrive. Ils savent même quel jour il arrive. Donc, Souvent on l'attend mercredi. Parfois, ce mercredi il ne vient pas. L'autre mercredi il vient. Donc s'il passe à l'est, il revient le dimanche. Donc c'est toujours les enfants. Vous voyez les enfants. Bon, ils savent que le Bouyel Moukdar va venir aujourd'hui. Donc tous les enfants attendaient l'arrivée de Bouyel Moukdar. Quand le bateau ne venait plus, ces villageois étaient totalement isolés. Les plus anciens ont connu la grande époque, celle des messageries, comme Ahmed Gaouf, 71 ans. André Guillabert. Min jii ko ɗo 50 aka yaha kala ɗo ga ari soko heɓima arde e guri ɗe ko tertete yimɓe ha heewa wonno ñanden aka yooɗi ñanden aka yooɗi no fewi bani hecci amen gadda buubaji Soukran et Djerama. Avant la construction de la route, le bateau était le seul lien entre Saint-Louis, la capitale, et ses terres lointaines. Les événements familiaux, comme les mariages, coïncidaient avec les dates de ces passages. Le bateau repart déjà vers une autre escale. Il s'enfonce peu à peu dans les terres. Après quelques heures de navigation, voici Richard Toll, le jardin de Richard. Un ancien comptoir colonial devenu une importante ville commerçante. Elle doit son nom à un Français, le jardinier Richard, qui au début du 19e siècle créa autour de la ville un fabuleux jardin expérimental. Un poumon vert en pleine brousse, dont il reste aujourd'hui cette végétation luxuriante. Elle cache un incroyable vestige. Une folie que fit construire le baron Roger, premier gouverneur civil du Sénégal entre 1822 et 1830. Visionnaire et mégalomane, le baron voulait faire ici un petit Versailles, un château au beau milieu de l'Afrique. Mais l'imposante bâtisse est aujourd'hui bien mal en point. Jean-Jacques a rendez-vous avec le conservateur du lieu. C'est vous, Alain? Alain se bat depuis 29 ans pour entretenir la folie, avec 3 fois rien. On peut visiter la maison? Ça, c'est des pierres qui venaient d'Europe? C'est des dalles de pierres qui venaient d'Europe. Et les carreaux aussi, ils sont un peu poussiéreux, mais ils sont magnifiques. Hein. Ça, c'est des carreaux qu'on ne trouve plus. Hein. C'est du grès taillé. Oui.
Cette demeure porte encore la marque de son passé prestigieux. Le gouverneur recevait ses hôtes dans cette vaste salle, baignée de lumière. Il y vivait dans le confort. Ici, une grande cuisine. Là, une salle de bain. Une pièce rare pour l'époque, même en Europe. Et il est où le baron? Il est là, maintenant c'est mal. Chez vous le baron? Ça fait mal de les voir comme ça délabrés. Mais je suis là comme ça. Vous voyez, si je n'étais pas là, tout serait parti en fumée. Le problème, c'est qu'on peut être triste de la voir dans cet état, mais on peut être aussi heureux de voir qu'elle est encore debout. Et donc, moi, je préfère toujours le côté positif. Et je me dis, finalement, il y a de la poussière, mais il y a les carreaux. Il y a les murs qui sont là, donc il y a les fenêtres en pissemin, il manque des barreaux, mais on peut les remplacer. Moi, je pense qu'elle est encore préservée, elle va être restaurée. Et le côté positif, c'est qu'on se dit, on peut y arriver. Merci, mais je vais faire attention, je me tiens. J'ai l'habitude des bateaux. Alain connaît mieux que personne l'histoire de ce lieu. Les marches sont raides, hein? À l'époque du baron Roger, cette vaste terrasse permettait de défendre le château. Avec des fortifications, là, ils mettaient des militaires. Ils mettaient des militaires avec des tireurs d'élite. Elle offre une vue magnifique sur les anciens jardins de Richard. Mais elle a aussi beaucoup souffert. Quand même la partie la plus importante à refaire, le toit. Ce qui est le plus coûteux. Tout le reste, ça peut être fait avec finalement des moyens raisonnables. Mais la toiture, c'est ce qui permet à une maison de durer. Et là, elle commence à être dans un état qui nécessite une intervention rapide. Jean-Jacques et Alain espèrent que la folie pourra être sauvée à temps. Comme ce fut le cas pour d'autres lieux chargés d'histoire que l'on croise au fil du fleuve. Voici Dagana, dont les quais de chargement déserts et les maisons aux couleurs délavées évoquent Saint-Louis et ses belles demeures. Plus loin, Pot d'Or, qui fut un comptoir prospère et une importante place forte. Le périple du Bou El Mogdad se termine ici. Mais pour nous, le voyage continue. Beaucoup plus à l'est, vers un autre fleuve de légende. Voici le fleuve Niger, celui que l'on nomme parfois Oukpenso. La rivière géante. Comme un immense serpent, son lit ondule et modèle la cuirasse africaine. Tout au long de son voyage, il fertilise les déserts et fait naître la vie, donnant naissance au mythe de la savane africaine. Le Niger prend sa source dans les montagnes du Loma. Il entame alors un long périple de plus de 4000 km. Il traverse le Mali, puis le Niger à qui il donne son nom, et enfin, le Nigeria, avant de se jeter dans le golfe de Guinée. C'est au sud du Niger, dans sa partie la plus sauvage,
que le fleuve des fleuves traverse l'un des derniers poumons verts d'Afrique occidentale. Ici, les méandres de son cours forment un signe étrange. Un immense W qui a donné son nom à un site unique. Le parc du W. C'est l'un des derniers refuges d'Afrique de l'Ouest pour la faune sauvage. Un refuge que le gouvernement du Niger, après la décolonisation, a choisi de protéger. Mais le W, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996, est une merveille fragile. Déboisement, braconnage, surpopulation à ses frontières, les dangers qui le menacent sont multiples. Alors des hommes travaillent chaque jour pour le préserver. Ils sont les gardiens de ce trésor caché d'Afrique. Sur la grande piste de la Territe qui mène à leur village, voici Mamoudou et son frère Ali, deux des plus fameux guides du W. Mamoudou est né ici, dans ce village, à la périphérie du parc. Le W est au cœur de sa vie. Oh, là, il y a toute la famille. C'est ma maman là, et mon frère est chez moi ici. Ce matin, Mamoudou et son frère ont rendez-vous avec les autres guides du W. Comme chaque année après les pluies, ils doivent préparer la saison touristique qui commence. Tellement qu'il n'y a personne. On ouvre les pistes, en même temps on met le feu. On fait comme d'habitude. Entretenir les pistes, nettoyer les points d'eau. Les guides participent à la gestion d'un parc dans lequel leurs parents sont nés et qui en quelques années a changé leur vie. C'est pour nous-mêmes le parc. C'est nous qui est ici, qui est né ici. Donc nous on est nés ici. Nos parents étaient dans le parc et on les a exclus. Maintenant ils sont dans la réserve. Donc nous, on nous a pris en tant que guide pour qu'on puisse conserver l'endroit. C'est notre atout. C'est un atout pour nous. Merci beaucoup. La réunion s'achève. Mamoudou, son frère Ali et les autres guides doivent se retrouver dans l'après-midi pour commencer les travaux en brousse. Grâce à leur travail, chaque guide fait vivre une dizaine de personnes. En quelques années, la vie des 500 habitants du petit village de Moli a changé. Les guides ont financé les travaux de l'école et du dispensaire. C'est toute la communauté qui profite des revenus du tourisme. Nous sommes fin novembre. Autour des points d'eau, les premiers visiteurs profitent du spectacle des animaux. Le parc accueille environ 6000 voyageurs chaque saison. Un chiffre très faible, bien loin de la fréquentation des grands parcs d'Afrique de l'Est. Ici, pas d'hôtel haut de gamme, mais des lodges en bois, intégrés au paysage. Le luxe, c'est la nature. On mise sur un tourisme doux et respectueux de l'environnement. Le soleil écrase la savane.
Il fait 40 degrés. Mamoudou a rejoint Karim, le responsable du suivi écologique du parc. Ensemble, ils vont rouvrir un chemin qui mène à un mirador d'observation des animaux. Ça doit être large, au minimum de 1,50 m. Il faut écarter tout ce qui peut blesser, tout ce qui peut gêner, qui peut obliger à se courber. Donc il faut dégager ça jusqu'au bout là. Le travail est harassant. Ils vont mettre plus d'1 heure à dégager le sentier. C'est toute une zone de savane qu'il faut défricher. Et pour cela, on utilise un outil traditionnel, le feu. Vous avez déjà des fagots, on va mettre le feu, il y a des allumettes. Dans tu as le briquet. Le feu jaillit. En un instant, des flammes immenses dévorent les hautes herbes. Depuis des millénaires, dans cette partie de l'Afrique, l'homme utilise le feu pour maîtriser la nature. En brûlant les hautes herbes chaque année en début de saison sèche, les guides évitent des incendies majeurs qui pourraient dévaster la totalité du parc. Le feu est passé rapidement, sans brûler les arbustes à l'écorce résistante. L'arbre ne meurt pas. L'arbre est adapté. Oui, c'est adapté. Donc il y a plusieurs espèces comme ça, et donc ils sont adaptés au feu de brousse. Donc ils ne font rien. Ils ne meurent pas en fait. L'incendie s'éloigne. Il sera bientôt arrêté par une piste ou un cours d'eau. Du sol calciné naîtra une herbe nouvelle, aliment indispensable à la vie des herbivores du parc. La mission d'aujourd'hui est une mission de routine. Pendant ce temps, à l'un des postes de contrôle de l'entrée du parc, des hommes en armes se préparent à partir en patrouille. Ce ne sont pas des militaires, mais les éco-gardes du parc du W. Je vous souhaite bonne mission. Et on y va. Allez, embarquez. Allez. En début de saison, ils renforcent leur présence sur le terrain. Leur mission est de lutter contre les coupes de bois des villageois et le braconnage. Bonjour. Bonjour. Ouais, vous partez à la mission là? Oui, on part à la mission. Okay. Tout juste rentré de brousse, Mamoudou accompagne les éco-gardes. Ces patrouilles font partie de son travail. Fusils et kalachnikovs, même lors de missions de routine, une mauvaise rencontre est possible. Les hommes sont sur leur garde. Ils arrivent à destination. Et la surprise, une partie de la patrouille s'effectue à vélo. Le groupe à vélo va faire le côté ouest, et ceux qui sont à pied vont faire le côté est. Quand les voitures ne peuvent plus continuer, le vélo est indispensable pour parcourir de grandes distances. C'est aussi le moyen de locomotion préféré des braconniers. Le deuxième groupe de Mamoudou part à pied. Pour le capitaine Ibrahim qui mène les recherches, il faut maintenant essayer de découvrir des indices dans la brousse. On regarde le sol, s'il n'y a pas eu passage de piétons, passage de vélo. Si on cherche des indices de présence humaine, des indices de mutilation des arbres et éventuellement aussi des indices de braconnage. Et rapidement, le groupe découvre des traces sur un chemin. Ici, ce sont des traces de vélo. Major, vous voyez ces traces-là,
ne datent pas de longtemps. Hein. Ah, oui. Ils vont où? Ils viennent d'où? Ça, on ne le sait pas. Ces traces sont la preuve d'entrées illégales dans le parc. La patrouille décide de les suivre. Elle les mène rapidement à un point d'eau, un endroit stratégique pour les braconniers. Mais malheureusement, les traces se perdent ici. Pas d'arrestation aujourd'hui. Mais les écogardes ont occupé le terrain. Cette dissuasion est de plus en plus nécessaire face à la pression des braconniers qui menacent le parc. De retour à la caserne, le capitaine tient à nous montrer leur dernière saisie. Des armes confisquées à un groupe de braconniers qui chassaient de la viande de brousse. Elles sont pour la plupart bricolées, mais elles font pourtant de gros dégâts. Par exemple, ça, ce sont des fabrications artisanales. Par contre, ça, qui est dans son étui, c'est une fabrication industrielle. Les équipes dessinent pratiquement tout. Des singes, des phacochères, des buffles, des hippotragues, de n'importe quoi, tout. Viande de brousse. Viande de brousse. Et ici, on ne plaisante pas avec le braconnage. Les hommes arrêtés risquent au minimum 2 ans de prison. Les temps ont bien changé, car c'est pour la chasse que cette savane a tout d'abord été protégée. Pendant un siècle, cette partie du sud Niger a attiré les chasseurs avides de trophées. Les administrateurs de ce que l'on appelle alors l'Afrique occidentale française en rapportent des récits fascinés. Dans les années 30, cette zone du W devient une chasse gardée pour les Blancs. À l'époque, un trophée est particulièrement recherché. On vient chasser l'un des rois de la savane, le mythique buffle d'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, ces buffles sont sous la protection de Daniel Cornelis. Il est français, scientifique. Depuis plusieurs années, il cherche à comprendre la migration des buffles au fil des saisons. Ce matin, il va tenter de repérer un troupeau qu'il suit depuis plusieurs mois. Bonjour messieurs. Pour faciliter sa tâche, il a fait appel à un ULM de l'armée nigérienne. Okay, donc l'objectif de la mission ce matin, c'est d'effectuer un vol de reconnaissance sur toute la moitié nord du parc. Ok, là on vient de décoller. On va se mettre en phase de montée. On va monter jusque 300 pieds. L'objectif c'est de repérer les troupeaux et de les géolocaliser au moyen d'un GPS. Permettre ainsi aux opérateurs de terrain d'approcher les buffles de manière aussi efficace et rapide que possible. Après quelques minutes de vol, les premiers animaux sont repérés. J'ai un contact sur les buffles à 2 heures, environ 500 mètres. On a affaire à un troupeau d'une quarantaine de têtes, hein, entre 40 et 50 têtes, c'est difficile avec un seul passage. On voit très bien là sur ces buffles d'Afrique de l'Ouest, ils ont un pelage particulier, à la fois des robes rouges, rousses et à la fois des robes typiquement noires qu'on rencontre dans les savanes d'Afrique australe. Et il a un cornage tout à fait particulier qu'on rencontre uniquement ici en Afrique de l'Ouest et qui au passage intéresse fortement les chasseurs européens, américains, qui sont très, très friands de ce type de trophée. Et c'est vrai que à ce titre également, c'est un animal particulièrement mythique et emblématique de la région. Les animaux sont localisés. Demain, les équipes au sol vont tenter de les approcher.
Il est 6 h du matin. Mamoudou a rejoint Daniel. C'est lui qui va le guider pour approcher les buffles. Ils vont tenter de vérifier l'état des colliers GPS dont ils ont équipé certains animaux lors d'une précédente mission. L'équipe arrive sur les lieux où le troupeau a été repéré hier. À partir de maintenant, l'approche se fait à pied avec les plus grandes précautions. Là, je prends la direction du vent avec un peu de poussière, de manière à sécuriser un maximum l'approche. Approcher dans de bonnes conditions parce que les animaux ont la capacité de nous sentir à très grande distance. Donc on va approcher un devant. Le groupe progresse en silence. Le savoir-faire de Mamoudou est essentiel pour approcher les animaux. Non, ça c'est quoi ça? C'est un troupeau qui fuit ça. Les animaux sont à quelques mètres. S'ils détectent l'odeur des hommes, ils peuvent prendre la fuite ou charger. Ce qu'il y a, c'est que quand il commence à faire chaud comme ça, le vent tourne. Et c'est difficile d'anticiper. Ils sont maintenant au contact des animaux. Mamoudou guide Daniel vers le troupeau. C'est un groupe d'une quarantaine de bêtes. Cachés par la végétation, les animaux sont difficilement identifiables. L'objectif, c'est d'essayer de repérer la femelle dans le troupeau, voir si elle est toujours présente, si elle a toujours son collier. Mais là, on est obligé de se rapprocher vraiment au contact des animaux parce que le couvert est encore assez dense. Donc, on va employer un petit stratagème pour essayer de les approcher. Les buffles deviennent nerveux. Ils sentent la présence d'un danger. Ils peuvent charger. Daniel doit se montrer. Kai. Je me suis levé parce que la distance devenait trop courte. Je n'ai pas vu la femelle avec le collier, malheureusement. Il va falloir qu'on poursuive les tentatives. Je crains que le collier soit tombé et que le collier soit plus dans ce troupeau-ci, en tout cas. Malgré l'échec de l'après-midi, l'équipe veut récupérer les données d'un autre troupeau, dont les colliers GPS sont encore actifs. Bon ben voilà l'emplacement idéal pour pouvoir recevoir le signal des colliers à grande distance. Tu comprends? Oui, je comprends. Grâce à cette antenne radio, ils captent le signal des colliers. Ah, voilà, je pense qu'on a un peu de chance ce soir. Tu vois, ça c'est le signal que le troupeau est à moins de 2 km. Donc tu vois, c'est le buffle 1129, c'est son identifiant. Et là tu vois, sur l'appareil, toutes les données qui arrivent. Dès que la mare de bata se remplit... Avec ces données, Daniel a reconstitué le déplacement des troupeaux. Des animaux de plus en plus fragilisés par les activités humaines en bordure du parc. On n'est pas très loin des villages, et donc c'est toute une zone de contact potentiel avec la faune sauvage. Le problème, c'est que les villages à la frontière du parc sont installés sur des zones déboisées. La crainte des scientifiques, c'est qu'une grande sécheresse pousse ces populations à envahir les territoires fertiles du W. C'est la grande menace des années à venir, c'est la conjonction d'une démographie qui ne s'est pas encore tout à fait stabilisée en Afrique de l'Ouest en particulier, et de chocs climatiques successifs. On est face à un système qui jusque-là tient, mais il ne faut pas descendre en dessous du seuil de rupture. Les animaux déplacent. Un système fragile aux enjeux écologiques, mais aussi humains. C'est notre trésor
Il y a beaucoup d'aménagements, des pistes, tout ça. Il y a l'hôtel, ça emploie beaucoup de gens. Donc vraiment, c'est notre trésor. Ouais. C'est important de le préserver. Oui, c'est important de le préserver, bien sûr. Autour du feu, Mamoudou et Daniel ont rejoint d'autres guides du parc. Chacun raconte ses histoires. Un moment privilégié de partage et d'échange, très important dans la brousse. On ne peut pas s'asseoir autour du feu sans raconter une histoire. Nous, ça fait partie de notre culture. Il y a des devinettes. C'est là-bas il faut se mesurer, voir qui est meilleur en devinette ou bien en calcul. C'est autour du feu. Et c'est vrai que toutes les légendes qui gravitent autour du fleuve, c'est pas dans les bureaux à Niamey qu'on les apprend. C'est ici, avec les gens qui vivent ici depuis leur enfance. Et ça, c'est important. Ouais. Comme Daniel l'a dit, là, vous voyez, il ne va jamais oublier ça là autour du feu. Il va partir dans le froid glacial là un jour. Il va se rappeler qu'il fait chaud ici, c'est confortable. C'est vrai? Donc, ouais, c'est vrai. Sûr et certain, Autour du feu, les histoires s'enchaînent. Nous retrouverons bientôt Mamoudou et Daniel. Leur mission les mènera sur le fleuve Niger, à la découverte d'un animal mythique, l'éléphant. En attendant, nous prenons la piste qui mène au cœur du parc. C'est ici que se trouve l'un des plus beaux sites du W. Voici la zone érosive de la rivière Mékrou, un site naturel exceptionnel. À la saison des pluies, l'eau dissout la terre, dégageant parfois des vestiges archéologiques. Car ici, depuis plus de 200 000 ans, vivent des hommes. Nous avons rendez-vous avec Dominique Dulieu. Dominique est responsable d'un programme d'aide au développement. Il tente d'encourager le tourisme dans le parc et de valoriser ses trésors archéologiques. Comment vas-tu? Tu vas bien? Il rejoint Oumarou, un archéologue nigérien. C'est le plus grand spécialiste de la préhistoire du pays. Oumarou a découvert ce site récemment. Ici, les signes d'occupation préhistorique se ramassent à même le sol. Très intéressant. C'est un biface. Il a servi surtout essentiellement comme hache à l'époque. Donc au Paléolithique inférieur, les hommes l'utilisaient pour couper du bois. L'espoir d'Oumarou, c'est de trouver des traces des premiers hominidés qui auraient vécu ici il y a plusieurs millions d'années. On peut supposer que des hommes comme Homo erectus sont passés quelque part par là. Quand on analyse la plaque géologique du Tchad au Niger, il est fort possible qu'il y ait une migration, un déplacement des populations vers le Niger. Il n'y a pas de raison qu'on ait trouvé des traces un Toumaï au Tchad et qu'au Niger on ne puisse pas en trouver. Toumaï. C'est le nom donné au plus vieil hominidé découvert à ce jour. C'est une équipe française qui réalise cette découverte majeure en 2001, au nord du Tchad. Bien loin de l'Éthiopie et de l'Afrique du Sud, jusqu'alors considérés comme les berceaux de l'humanité. Grâce à Toumaï, on sait aujourd'hui qu'il y a 7 millions d'années, des premiers hominidés vivaient dans cette zone et qu'ils ont certainement colonisé la Libye et le Niger. Ils sont donc peut-être passés ici, il y a des millions d'années, sur ces rives encore vierges, où tout reste à découvrir. On en est au balbutiement. Hein. Si on estime que cette Mékrou, qui fait quand même plus de 200 km, n'a jamais fait l'objet d'une prospection digne de ce nom, on peut s'imaginer que ce sont des dizaines, voire des centaines de sites qui se succèdent. Un rêve d'archéologue qui pourrait recéler des trésors, comme celui-ci. Beaucoup plus récent mais superbe,
découvert par Omarou. Ça, c'est en fait le trésor du parc W, parc national W du Niger, voilà, qu'on a baptisé la Vénus du parc. La Vénus, une statuette en terre scarifiée datant du 8e siècle. On a fait cet objet exceptionnel, en fait, une sorte d'emblème de l'archéologie du W et de la richesse en termes de patrimoine archéologique. Dominique encourage aussi la construction de gîtes touristiques respectueux de l'environnement. Sa maison en est un exemple. Il l'appelle sa petite folie. Une maison qu'il a rêvée aux couleurs de l'Afrique. Une maison construite avec la terre du parc du W. Alors, en fait, c'est une maison qui est complètement en terre crue. Il n'y a absolument pas de cuisson de briques ni quoi que ce soit de cet ordre-là. Il n'y a pas de bois, parce que l'idée, c'est aussi de préserver l'environnement local et de lutter contre les prélèvements de bois pour faire des charpentes. Donc tout est en terre crue, un mélange d'argile, de limon et de sable, exclusivement. Des murs en terre recouverts de chaux. Un système de voûte pour supprimer les poutres. Et au sol, pas de carrelage, mais du sable tamisé. Ce système de construction s'inspire des maisons nubiennes, construites depuis des siècles au Sahel. Ce sont des modèles architecturaux qui sont éprouvés. C'est pas parce que c'est de la terre crue que ça tient pas. Hein, ça défie les siècles. La mosquée d'Agadez est bien connue. Surtout, ça offre la possibilité d'avoir des espaces, sinon climatisés, du moins agréables en pleine saison sèche, chaude. Hein, le mois d'avril ici est terrible. Et quand on se trouve dans cette maison et qu'on fait appel à ces systèmes de courant d'air, eh ben on arrive à se trouver dans des situations où la température devient acceptable. Mais la pièce préférée de Dominique se trouve en haut des escaliers. C'est une petite merveille de terrasse. C'est aux portes du parc la possibilité d'avoir une vision panoramique sur la savane et sur tout cet écosystème absolument préservé qui est la marque du W. Cette maison, Dominique l'a construite comme une démonstration. Démontrer que l'on peut construire durable et beau et permettre d'accueillir un tourisme essentiel au futur du parc. D'autres modèles de construction durable se développent dans le W. Comme sur ce site sublime. Une île sauvage au milieu du fleuve. Le terrain appartient au parc et le cahier des charges est strict. Les cases sont entièrement démontables et parfaitement intégrées à l'environnement de l'île. Ici, pas de climatisation. Le soleil fournit l'électricité. Les voyageurs dormiront sous les baobabs avec une vue imprenable sur les rives du fleuve. Car le site possède une vue à couper le souffle. À perte de vue, les silhouettes des baobabs. C'est l'arbre sacré de la savane en Afrique. On l'appelle parfois l'arbre à l'envers. Il peut vivre plus de 1000 ans. L'avenir du parc, de toute façon, passe par une promotion écotouristique. On ne peut pas imaginer qu'on puisse conserver un écosystème aussi important sans moyens. Qui dit moyens financiers dit forcément une manne. Et la manne, elle est essentiellement écotouristique. Un tourisme respectueux, à la fois de l'écosystème, des gens et des paysages qui
qui sont préservés et conservés, un petit peu miraculeusement jusqu'à présent. Retour au village de Mamoudou. Il y retrouve Daniel. Leur étude des grands mammifères du parc se poursuit. Demain, ils voudraient partir sur le fleuve Niger à la rencontre d'un animal mythique et fragile, l'éléphant. Mais avant chaque départ, il y a une tradition. Il faut se rendre chez le tapeur de sable, celui qui connaît l'avenir. Mamoudou lui demande s'ils vont réussir à voir les éléphants. Tu vois, avant de commencer, il pose des questions au sable, quoi, voilà, pour avoir des réponses. C'est grâce à ces signes tracés dans le sable que le sorcier communique avec les esprits de la forêt et des animaux. Donc c'est bon, on a sa bénédiction pour partir, il n'y aura pas d'accident, pas de soucis. La bénédiction du sorcier est extrêmement importante, car dans cette région d'Afrique, encore très animiste, les esprits sont au cœur de toute chose. Nous, on croit toujours qu'ils sont encore là, quoi, les animaux. Tous les animaux sauvages, on dit nous disent qu'ils sont toujours accompagnés de leur esprit pour aller au pâturage, pour les surveiller contre les braconniers et tout ça. Donc on croit toujours encore. Quand il te dit de ne pas aller, il ne faut pas aller, hein, parce que si tu vas, des fois ça se passe mal. Il voit bien. Ce soir, les esprits sont favorables. Leur mission débutera donc demain, à l'aube. Descendre le fleuve est une aventure. Depuis 40 ans, plus aucun homme n'est autorisé à vivre dans ce parc. Mamoudou, Daniel et leur équipage sont donc maintenant seuls, face au fleuve immense. Ici, la nature est vierge, intacte. Ce sont ces mêmes paysages qu'ont découvert les premiers explorateurs européens. Des aventuriers qui, grâce au grand fleuve, ont pour la première fois pénétré ces terres inconnues des Blancs. C'est qu'à partir de la fin du XVIIIe, qu'on commence à pénétrer à l'intérieur des terres, et notamment en se servant des fleuves, dont ici le fleuve Niger, comme axe de pénétration. C'est pour ça que la découverte du cours, des sources et des embouchures des fleuves étaient des enjeux majeurs à l'époque pour les pays d'Europe occidentale. C'était des expéditions très risquées parce qu'on n'avait pas à l'époque toute la médication contre les fièvres, l'onchocercose, la trypanose, les maladies du sommeil. Et donc rapidement, les explorateurs s'épuisaient et bien souvent étaient forcés de rebrousser chemin où pas mal d'entre eux sont enterrés ici autour. Parmi ces hommes qui donnèrent leur vie dans ces expéditions, un nom reste célèbre. Mungo Park. Aventurier écossais, en 1805, il s'attaque à l'une des dernières énigmes de la géographie africaine, la cartographie du fleuve Niger. Son voyage débute à Bamako. Mais son expédition subit les fièvres et les attaques. Il réussit pourtant à descendre le fleuve sur plus de 1600 km et dépasse les méandres du W. À Boussa, plus au sud, son bateau est attaqué. Il tente de s'échapper et disparaît dans le fleuve. On a assez peu d'informations sur ce qui s'est passé. Tout ce qu'on en sait, c'est ce qu'ont pu raconter les quelques guides et pisteurs qui ont échappé au massacre. Et d'ailleurs, on n'a pas retrouvé les écrits, les récits de Mungo Park. Et c'est tout un pan de cette exploration qui a disparu. Aujourd'hui encore, les eaux du Niger sont source de légendes.
La pirogue de Daniel et Mamoudou arrive justement en vue d'un des lieux les plus redoutés des navigateurs. Les rochers de Gambou. Les flots s'accélèrent. Les visages sont tendus. Car ici, selon la légende, sous les eaux, vivent les esprits. En fait, ici, on arrive dans un endroit qui est censé être l'habitat de tous les génies du fleuve. C'est là où habite la déesse et ses compagnies. Comme il y a beaucoup de génies qui sont au fond, donc si tu tombes dedans, c'est fini, quoi. Et des fois, ils peuvent faire que la pirogue se retourne pour qu'ils puissent prendre les gens. Et rien ne sort, quoi, parce que c'est les génies qui sont là, ils sont très dangereux. Ici, là, les gens ont peur. C'est un endroit qui fait trop peur. Pour respecter les esprits, les gorges de Gambou sont franchies en silence. Après 10 minutes, les flots se calment enfin. Le soleil est maintenant au zénith. Pour l'équipe, la recherche des éléphants commence. C'est l'heure la plus chaude de la journée, c'est l'heure généralement où les troupeaux sortent de brousse pour venir boire au fleuve. L'éléphant, c'est une espèce vraiment impressionnante. Chaque rencontre est unique et imprévisible. Notre chance ici, c'est que l'éléphant est une espèce qui est assez dépendante de l'eau, qui boit pour les mâles adultes jusqu'à 300 litres d'eau par jour. Et donc pour eux, le fleuve, c'est une ressource essentielle à leur survie. Mais repérer les animaux est difficile. En cette saison, la végétation est très dense. Le groupe recherche les éléphants depuis plusieurs heures, quand soudain... Ils sont là. J'ai 3 individus au bord du fleuve. On les voit là, à une centaine de mètres. Ils sont en train de boire. Là, ils mangent dans les mimosas. Ça, c'est génial. Attention, n'approchez pas trop près. Doucement, on va les effrayer. On essaie de se rapprocher. Mes craintes, c'est qu'on n'est pas très bon vent. Par contre, ils m'ont pas l'air particulièrement farouches. La pirogue avance en silence. Quand soudain, un jeune mâle sort de la brousse, comme pour les saluer. Le parc du W abrite aujourd'hui environ 1000 individus. Une densité encore très faible qui fait de chaque rencontre une expérience rare. C'est une rencontre qui se mérite parce qu'on n'est pas dans une configuration de parc où on va voir les animaux tous les 10 mètres. Et c'est ça la rencontre, c'est ça la quête en fait. Et c'est ce qui fait vraiment l'extraordinaire richesse de ce parc. Pas seulement pour nous, mais aussi pour les Africains. Il est évident que chaque fois que les gens rencontrent un éléphant, autour du feu le soir, on en parle. Grâce aux efforts de conservation des gardiens de ce trésor, cet animal autrefois menacé voit sa population progresser. Un espoir pour les amoureux du W. Les éléphants quittent à présent les berges. Le groupe décide d'accoster pour les suivre. Et malgré les recommandations du tapeur de sable, l'équipe tente de s'approcher au plus près du troupeau pour le photographier. Daniel est à la limite de la distance de sécurité. Un mâle le repère alors et lui fait face. Là, il faut reculer. Oui, on recule. On recule, voilà, c'est là, il s'arrête. Alors là, il y a 2 mâles qui ont fait face, ils ont commencé à battre tes oreilles. Puis il remet un peu la tête. Et bon, là, on sentait qu'il fallait pas chercher plus loin.
Encore fasciné par cette rencontre, le groupe regagne le fleuve. Direction à présent le paradis des oiseaux. C'est le long de la rivière Mékrou, l'un des affluents du Niger, que se rassemblent chaque année des milliers d'oiseaux. Cette zone humide, encore préservée, leur sert de refuge pour passer l'hiver. Un milieu sensible et essentiel à leur survie. On est typiquement dans une zone d'hivernage, ici, mais également tout le long de la plaine d'inondation du fleuve Niger. C'est une zone d'intérêt majeur pour les oiseaux aquatiques, et notamment les oiseaux européens qui viennent hiverner ici. C'est le spot le plus sympa du parc W. On est en pirogue, on peut approcher les oiseaux très facilement. Ici on a du héron bureau, on a du héron crabier, on a du héron strié. On a pas mal de tourterelles. Martin pêcheur, guêpier. Les zones humides du fleuve Niger participent à la préservation de nos oiseaux européens. Plus de 500 espèces vivent ici. Retour sur le lit principal du fleuve, à la sortie du parc. Après 2 jours de navigation, ils croisent ces magnifiques pirogues en bois. Elles sont typiques du Niger. Ces embarcations effilées de plus de 20 mètres sont chargées de marchandises et de nourriture. Elles sont essentielles à l'économie du pays. Aujourd'hui, elles prennent toute la direction du village de Boumba. C'est le plus grand marché du fleuve. Ici, plusieurs fois par semaine, des milliers de personnes se rassemblent pour échanger des produits en provenance du Bénin voisin ou du Nigeria. C'est un des gros marchés du Niger, ouais, entre ici et la capitale sur le fleuve. Et tout c'est par pinasse alors? Ouais, tout se fait par pinasse. C'est des grosses pinasses? Ouais, on les voit bien ici, comment ils sont chargés. On voit tous les produits qui sont là. Ouais, il y a les pirogues, il y a les céréales. On va voir, il y a des sacs de céréales qui viennent du Bénin. Il y a la farine de manioc, il y a les ignames, l'essence, il y a tous les produits manufacturés. Ici, il faut se frayer un passage entre les étals. Et l'appétit est vite aiguisé par les couleurs et les odeurs. Là, ils préparent des beignets. Dans une friture, c'est des beignets de blé avec... C'est de la farine de blé mélangée avec de l'eau et du sucre. Ça, c'est du piment. Ça, c'est important pour la cuisine ici. Hein? Ah, c'est important parce que nous, c'est tous les Béninois, ils sont beaucoup pimentés, ils aiment beaucoup le piment. Et même nous ici, on consomme beaucoup le piment ici. Il y a des couleurs partout, les femmes ont mis leur habit du dimanche là. On voit tous les sacs avec tous les aliments de couleurs différentes, c'est magnifique. C'est magnifique. On peut imaginer Mungo Park il y a 200 ans lorsqu'il a dû tomber dans ces villages. Il était le premier blanc à débarquer, ça devait être hallucinant quoi. Ça devait être hallucinant. La mission d'observation de la faune le long du fleuve s'achève ici. Mamoudou et Daniel repartent rassurés. Leur rencontre avec les grands animaux du parc a été fructueuse. Le travail de protection du W semble porter ses fruits.
village de Mamoudou, les tambours battent le rappel. Les enfants préparent le feu. Ce soir, une cérémonie a lieu. Mamoudou a invité Daniel à assister à une danse traditionnelle avant son départ. C'est la danse des hommes. Ces danses sont enseignées aux adolescents du village lors d'une cérémonie secrète. Pendant plusieurs jours, en brousse, ils sont initiés aux rites qui accompagnent la cérémonie de circoncision. Les meilleurs danseurs sont alors sélectionnés pour participer à cette danse. À la lueur des flammes, le village s'est rassemblé. Le son des tambours s'élève dans la nuit. Ils célèbrent les hommes, les animaux, les esprits. Ils célèbrent une nature à découvrir et à continuer de protéger. Voilà, c'était Gardien des trésors d'Afrique, un film réalisé par Nadia Kleitman et Jacques Plaisant, un documentaire qui nous a donc entraînés sur les rives des deux grands fleuves de l'Afrique de l'Ouest, le fleuve Sénégal et le fleuve Niger. Un film que nous vous avons donc proposé à l'occasion du cinquantenaire des indépendances. Le Sénégal et le Niger sont en effet 2 des 14 pays à avoir accédé à l'indépendance en 1960. Jacques Toubon, vous êtes le secrétaire général du cinquantenaire des indépendances. Pourquoi célébrer cet événement? Parce que c'est une histoire triplement importante pour la France. C'est la fin de son empire. La France redevient européenne, sauf ses départements et ses territoires d'outre-mer, de l'Atlantique, de l'océan Indien et du Pacifique. Une histoire se clôt. Pour les pays africains, qui étaient des territoires coloniaux, au contraire, une histoire s'ouvre. Elle renoue avec la grande histoire des empires africains, des empires noirs. De nouveau, des nations vont naître dans ces territoires. Et puis, c'est fondamental pour l'histoire du monde. Les Nations Unies en ont été complètement changées. Et pour demain, c'est important, Jacques Toubon aussi, oui, parce que l'Afrique est un enjeu capital pour l'avenir de la planète. Il ne s'agit pas d'une histoire partagée, d'une culture commune, en quelque sorte, du passé. C'est l'avenir qui est en jeu en Afrique. Tout le monde le sait. 2 milliards d'habitants dans 40 ans, en 2050, dont 1 milliard dans l'Afrique noire subsaharienne, dont plus de 40% auront moins de 15 ans. Mais en même temps, des terres arables très importantes, des richesses naturelles. L'avenir du monde se jouera là. Et il est important que les relations qui sont pas banales entre la France et l'Afrique jouent un rôle dans le fait que l'Afrique constitue au milieu du monde une sorte de pilier avec l'Europe dans un nouvel ordre mondial. C'est ça l'enjeu de ce cinquantenaire. Alors à l'occasion de ce cinquantenaire, de très nombreuses manifestations à la fois culturelles, sportives sont organisées en France et en Afrique. L'Afrique qui sera justement à l'honneur cet été, le 14 juillet, sur les Champs-Élysées. Oui, nous allons faire de notre fête nationale aussi, en quelque sorte, une fête franco-africaine. Des détachements militaires viendront de tous ces pays. Parce que ces armées d'aujourd'hui sont en fait les héritières de la force noire, des soldats noirs qui par dizaines de milliers, dans la Première, la Deuxième Guerre mondiale, la France libre, la résistance, France libre dont nous fêtions cette année le 70e anniversaire en Afrique, à Brazzaville, à Yaoundé, au Tchad, ont donné leur sang